Le soleil sicilien, mordant et bienveillant à la fois, caressait ma peau. Je ne me souviens pas de l'avoir ressenti ainsi, librement, sans cette peur constante de ce qui se cachait derrière chaque ombre. Julien, à côté de moi, lisait le journal avec un calme qui m'étonnait encore. Sa jambe posée sur un tabouret, la canne appuyée contre la table. Les seuls rappels tangibles de cette nuit-là. Et du trou béant qui avait failli lui déchirer le cœur. 3 mois, 3 petites mois, et la vie avait basculé, se reconfigurant en une réalité que ma grand-mère n'aurait jamais osé rêver. Parfois, je me perdais à regarder l'horizon azur et les pentes couvertes d'agrumes. C'est bizarre, le silence, quand on a grandi avec le bruit de la peur comme bande-son. Le silence ici sent le zeste de citron, la terre sèche, le sel marin. À Marseille, le silence, c'était le prélude à la violence. Si la musique s'arrêtait, on sortait le flingue. Ici, quand le chant des cigales se taisait un instant, c'était juste pour laisser place au clapotis des vagues lointaines. Un monde à part. Mais comment diable étais-je arrivé là? Avec lui, l'homme qui 20 ans plus tôt aurait dû être mon bourreau, ou du moins le fils de celui-là. C'est comme si le destin s'était amusé à tordre la réalité jusqu'à la rendre méconnaissable. Je sais que je devrais me sentir en sécurité, que c'est ce que je cherchais depuis toujours. Et pourtant, cette sécurité, elle est bizarrement enveloppée dans une couche de doute. C'est une sensation nouvelle, une étrangeté familière. Tout avait commencé un soir de décembre glacial au Lys doré. 3 semaines seulement que je bossais là-bas, rue Sainte, au cœur de Marseille. Je me souviens du froid qui me mordait les os, même sous mon uniforme trop large. Mon unique objectif, être transparente, invisible. Ma nonna m'avait répété des milliers de fois, « Sophie, reste dans l'ombre, fais le moins de bruit possible. » Et je faisais de mon mieux, croyez-moi. Mes cheveux sombres tirés en un chignon serré, la tête baisse, les yeux fixés sur les lattes du parquet. 24 ans et l'impression d'en avoir 100 de plus, à force de fuir, de me cacher. Sophie Ritchie, c'était le nom sur mes papiers. Une coquille vide pour masquer la vérité. La vraie vérité. Ce soir-là, l'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Une sorte de tension électrique persistante, comme un orage lointain qui ne cessait d'approcher. Le Lys doré, un endroit classé zone neutre par les flics du Bureau de contrôle du crime organisé. Un sanctuaire où tu pouvais déguster le meilleur osso bucco de la ville, mais où tu ne menais pas d'affaires, et certainement pas, tu ne tuais personne. Une sorte de bulle d'hypocrisie dorée où les loups se retrouvaient pour partager un agneau imaginaire avant de retourner s'entre-dévorer. J'y avais croisé des têtes connues, des visages gravés sur les avis de recherche que ma grand-mère dissimulait soigneusement dans ses vieux journaux. À la table 9, toujours la table 9, trônait Julien Valenté. 34 ans, le don le plus jeune et le plus impénétrable de Marseille. L'architecte, c'est comme ça que la PG le décrivait. Il ne gueulait pas, il chuchotait. Il ne te cassait pas les doigts, il liquidait tes avoirs. Un costume anthracite sur mesure, de l'eau gazeuse et ses yeux, des éclats de verre gris brisé qui te transperçaient sans sailler. En face de lui, Pierre Le Taureau Moretti, la vieille garde, bruyant, abrasif et couvert d'assez d'or pour couler une chaloupe. Sa suffisance empestait l'air, mélange de pouvoir et de chianti hors de prix. Encore du vin. La voix rocailleuse de Pierre résonna, son verre vide cognant la nappe immaculée. J'ai réagi trop vite, mon Dieu, toujours trop vite. En tendant la bouteille de Barolo millésimée, Pierre a bougé brusquement, son coude heurtant mon bras. La bouteille m'a glissé des mains. J'ai vu le temps se ralentir, le vin rouge, presque noir, s'étaler comme une tache de sang sur la nappe blanche. Mais le pire, le cauchemar, c'est qu'il a éclaboussé le pantalon de soie de Pierre. Le restaurant s'est tu. Un silence qui ne présageait rien de bon.
Les fourchettes restèrent suspendues à mi-chemin des bouches. Le pianiste, dans son coin, arrêta sa mélodie en plein accord. Tous les regards se tournèrent vers notre table. Dans ce milieu, le manque de respect, c'était une monnaie d'échange, et renverser du vin sur un capot, c'était une dette à payer de son sang. Pierre s'est levé, sa chaise crissant horriblement sur le bois. Son visage était un masque de rage violette. « Espèce de sale garce! » Il siffla, sa main levée. La gifle, tout le monde savait qu'elle allait arriver. Les gardes à l'entrée ont détourné le regard. Ils n'ont rien vu. J'ai fermé les yeux, mes doigts s'agrippant le crucifix d'argent caché sous ma chemise d'uniforme. Et j'ai murmuré. Un son à peine audible, un souffle, le fantôme d'un mot. Sant'Angelo, Saint-Michel éloigne le mauvais œil. Le sang n'appelle pas le sang. C'était du sicilien, pas l'italien que tu apprenais à l'école, ni l'argot des ruelles de Marseille, mais un dialecte d'avant-guerre, celui des villages de montagnes perdues. Une prière de femme, un chant transmis de mère en fille, utilisé quand les hommes s'apprêtaient à commettre un acte de violence, censé lier leurs mains de culpabilité. Ma nonna me l'avait enseigné, elle l'avait reçu de sa propre grand-mère, et c'était la dernière chose qui me reliait à eux, à mon histoire. Pierre n'en avait cure. Sa main descendait. Fermo. Le mot, prononcé doucement, a claqué dans la pièce comme un coup de fouet. Pierre s'est figé. Sa main était à quelques centimètres de mon visage. Il a tourné lentement la tête vers son chef. Julien Valenté n'avait pas bougé. Assis, les jambes croisées, les doigts liés sous son menton, mais ses yeux gris étaient fixés sur moi. Il me regardait comme si j'étais un fantôme qui venait de traverser le mur. « Patron, elle a ruiné le costume !» Pierre balbutia, toute sa bravade s'évaporant. « Assieds-toi, Pierre. » La voix de Julien était dépourvue d'émotion, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Pierre s'est assis. La tension dans la pièce était électrique. Les clients retenaient leur souffle attendant l'exécution. Julien s'est levé, grand, imposant. Il a contourné la table et s'est posté devant moi. Je tremblais, les yeux toujours fermés, attendant le coup. Il s'est penché, sa bouche à quelques centimètres de mon oreille. « Où as-tu appris cette prière? » J'ai ouvert les yeux. Ils étaient ambres, d'un éclat surprenant sur ma peau pâle. La peur y nageait, mais derrière la peur, il y avait autre chose. De la défiance. Ma grand-mère, ai-je murmuré. « Quel est ton nom? » « Sophie. »« Sophie qui? » J'ai hésité une fraction de seconde. Un battement de cœur, une tentative de mensonge. « Sophie Richie. » Il m'a regardé fixement. Il a étudié la courbe de ma mâchoire, la forme de mes yeux, mes mains tremblantes. Il a plongé la main dans la poche de sa veste. La salle a frémi. Il en a tiré une pince à billets. Il a retiré 5 billets de 100 €, plus que ce que je gagnais en un mois, et les a glissés doucement dans la poche de mon tablier. « Va à l'arrière, » a dit Julien. « Reste là jusqu'à mon départ. Ne sors pas. » J'ai acquiescé, le souffle coupé, et j'ai couru vers la cuisine. Julien est retourné à sa place. Il a ramassé sa serviette et a essuyé une goutte de vin sur la table. « Pierre, » a-t-il dit, sans jamais quitter la porte de la cuisine des yeux. « Oui, patron. Trouve qui l'a embauchée. Trouve où elle habite. Et si tu touches à un seul de ses cheveux, je te tue moi-même. » Commentaire personnel de Sophie. Attendez une seconde, je dois faire une pause ici. Toute cette situation avec Julien, ce chef de la mafia qui me sauve d'un autre, c'était absolument surréaliste. Je veux dire, pensez-y, une fille comme moi qui a passé sa vie à fuir l'ombre de ses familles, et le voilà, le prince des ténèbres, qui me tire d'un pétrin causé par l'un de ses propres hommes. Et tout ça à cause d'une vieille prière. C'est le genre de choses que ma nonna racontait dans ses histoires, des mythes pour enfants, pas des trucs qui arrivent dans la vraie vie, surtout à Marseille, une pilote 48. Dans mon monde, on aurait dit que le mec était complètement dingue. Mais c'était ça le problème, n'est-ce pas? C'était trop réel pour être vrai, et en même temps, si bizarrement cohérent
avec tout ce qu'on m'avait caché. J'étais tellement terrorisé à ce moment-là que je n'ai pas pu décrypter son regard. Était-ce la pitié, la curiosité, une simple réaction à l'insolence de Pierre? Aucune idée. J'étais juste une proie, et lui, le prédateur le plus dangereux de la ville, venait de me donner une pause. Pourquoi? Ça, c'était la question à 1000 balles, et elle allait me hanter. En tout cas, la suite, c'est encore plus fou. Fin du commentaire personnel. La pluie s'était transformée en grésil. Quand Julien est sorti du lys doré, son chauffeur, Bruno, un géant mutique, tenait le parapluie. Mais Julien l'a ignoré, laissant l'eau glacée lui fouetter le visage. Il avait besoin de ce froid. Il devait dissiper le brouillard du passé qui venait de l'envelopper. Ce dialecte, le sicilien teinté d'arborèche. Julien n'avait pas entendu ces inflexions spécifiques depuis l'âge de 6 ans, caché sous la lourde table en chêne de la villa de son grand-père, près d'Ajaccio, en Corse. C'était le dialecte des gardiens, un cercle élitiste, presque éteint, de familles qui servaient de gardiens des anciennes lois. Seules 3 familles parlaient ainsi, les Valente, les Rossi et les D'Amico. Les Rossi avaient été anéantis dans les guerres de clans de 82. Les Valente étaient là, régnant sur Marseille. Et les D'Amico? Julien est monté à l'arrière de la Mercedes blindée. Les sièges en cuir ont craqué. « Où allons-nous, patron? » demanda Bruno, le regardant dans le rétroviseur. « Au bureau? »« Oui, au bureau, » dit Julien. « Et récupère-moi le dossier sur la purge des D'Amico, les dossiers de 1978. » Les yeux de Bruno se sont légèrement écarquillés dans le miroir, mais il n'a rien dit. Il a enclenché la vitesse. Tandis que la ville défilait en flou derrière les vitres teintées, l'esprit de Julien s'emballait. La famille D'Amico avait été l'allié la plus proche des Valente. Mathieu D'Amico avait été le meilleur ami du père de Julien. Mais en 1968, le récit avait changé. On avait dit à Julien que Mathieu était devenu un traître, vendant des secrets aux fédéraux. Le père de Julien avait ordonné le coup. Toute la lignée d'Amico avait été effacée en une seule nuit. Un incendie, une fuite de gaz accidentelle qui avait rasé leur domaine dans l'arrière-pays niçois. Aucun survivant. C'était l'histoire officielle. Mais cette prière, le sang n'appelle pas le sang. C'était la devise de la famille D'Amico. De retour au restaurant, je suffoquais dans la chambre froide. L'air glacé me brûlait les poumons. J'appuyais mon dos contre des cartons de légumes congelés, essayant d'arrêter mes mains de trembler. J'avais dérapé. J'avais commis la seule erreur que j'avais promis à ma nonna de ne jamais faire. J'avais attiré l'attention sur moi. Je n'étais pas Sophie Rishi. Mon nom était Sophie D'Amico. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Ma grand-mère m'avait épargné les détails sanglants. Tout ce que je savais, c'est que mon nom de famille était une condamnation à mort. Je savais que des hommes mauvais avaient tué mes parents et que je devais rester invisible pour survivre. J'avais déménagé 5 fois en 6 ans. J'avais teint mes cheveux. Je portais des vêtements amples. Je travaillais au noir. Ce soir, j'avais regardé le diable en face, Julien Valente, et il m'avait donné 500 €. Pourquoi? La porte de la cuisine s'est ouverte à la volée. C'était Paul, le manager. Il était pâle. « Sophie, » siffla-t-il, « tu peux y aller. Ton service s'est terminé. » Il n'est que 21 heures, et je dis, la voix tremblante. Je m'en fous. Le grand, Valente, il est parti. Mais son homme, celui avec les chaînes en or, il posait des questions sur tes fiches d'emploi. Je ne veux pas d'ennui. Paul me tendit une enveloppe de billets. Prends ta paie de la semaine. Ne reviens pas. Viré. Encore une fois, j'ai attrapé mon manteau, un vieux trench en laine usée, et j'ai couru par la sortie de derrière dans l'allée. Elle était sombre, sentant les ordures humides et l'ozone. J'ai relevé mon col, la tête baissée, marchant vite vers la station de métro. Je devais rentrer chez moi, prendre mon sac d'urgence et courir. S'ils demandaient de mes papiers, ils découvriraient qu'ils étaient faux.
J'ai tourné au coin de la rue Saint-Ferréol et une berline noire a rampé lentement à mes côtés. Mon cœur a martelé mes côtes. Je n'ai pas couru. Courir déclenchait l'instinct de prédateur. J'ai continué à marcher. La vitre du passager s'est abaissée. Eh, ma belle, ce n'était pas Julien. C'était Pierre le taureau. J'ai marqué un arrêt. Il y avait des gens dans la rue, un couple promenant un chien, un groupe d'étudiants. J'étais en sécurité, n'est-ce pas? Pierre s'est penché hors de la fenêtre. Il souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Tu as oublié ton pourboire. Monsieur Valenté m'a donné un pourboire, ai-je dit, ma voix stable malgré la terreur qui me serrait la gorge. Ouais, eh bien, Julien a un faible pour les chiens errants, pas moi. Pierre a ouvert la portière de la voiture. J'ai détalé. J'ai sprinté dans la rue Saint-Ferréol, slalomant entre les passants. Au secours, ai-je crié. Mais c'était Marseille, les gens n'intervenaient pas. Ils reculaient, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. Pierre était rapide pour un homme de sa corpulence. Je me suis engouffré dans une bouche de métro, sautant le tourniquet. Je l'ai entendu jurer derrière moi. J'ai dévalé les escaliers jusqu'au quai juste au moment où la ligne 1 du métro arrivait en grinçant dans la station. Les portes se sont ouvertes. Je me suis jeté à l'intérieur. Les portes ont sifflé pour se refermer juste au moment où Pierre atteignait le quai. Il a frappé son poing contre la vitre, articulant des mots qui allaient hanter mes cauchemars. « Je te retrouverai ». Je me suis effondré sur le sol sale de la rame, haletante. J'étais en sécurité pour l'instant, mais je connaissais les règles de la jungle. La chasse avait commencé. Changement de perspective. Pierre Moretti. Putain de merde. Mes mains, tremblantes de rage, se sont écrasées sur la vitre du métro. Je l'avais eu. Je l'avais tenu. Cette petite salope qui avait osé me renverser du vin en face du don, qui avait humilié Pierre le taureau Moretti. La colère bouillonnait en moi, brûlante. J'avais juré à Julien que je ne la toucherais pas, mais je voulais juste lui faire peur, lui apprendre le respect. Je ne sais même plus si c'était vrai. Il fallait que je la trouve. Et cette sensation, en la voyant me glisser entre les doigts, cette rage impuissante, c'était insupportable. L'image de ses yeux grands, de cette maigreur qui contrastait avec sa force, me revenait sans cesse. Elle n'était qu'une serveuse, une gamine, mais elle avait défié Julien d'une manière que personne n'aurait osé. Je devais prouver que ma loyauté envers les Valentes était absolue, et qu'il n'y avait personne qui pouvait me manquer de respect, et que personne ne pouvait défier Julien. Surtout pas une petite minable qui se prenait pour une reine. Je la retrouverai. J'avais son adresse de toute façon. J'avais déjà fait le nécessaire avec ce comte de Paul. Cette morveuse allait regretter d'être venue au monde. Mais cette prière, celle qu'elle avait murmurée, c'était celle des anciens, celle que j'avais entendue dans des bribes de conversation chez mon oncle, Victor. Ça m'avait fait un drôle d'effet là, sur le moment. Comme un coup de vieux, un rappel de choses qu'on ne prononçait plus. Mais la rage était plus forte que tout. Retour à la perspective de Sophie. 2 heures plus tard, Julien Valente était assis dans son bureau, surplombant le port. La pièce était sombre, éclairée seulement par les lumières de la ville. Sur son bureau, un dossier jauni, marqué « Opération Nero ». Il l'a ouvert. Photo de la scène de crime de 1968. La carcasse calcinée de la Villa d'Amico. Décor recouvert de draps blancs. Il a parcouru le rapport du légiste, Mathieu D'Amico, décédé. Hélène D'Amico, décédée. Lucie D'Amico, fille 4 ans, présumée décédée. Reste non concluant en raison des dégâts causés par le feu. Julien a tapé du doigt sur les mots « reste non concluant ». L'interphone a vibré. « Patron !» La voix de Bruno crépita. « Pierre est de retour. Il est agité. Fais-le entrer. » Les portes se sont ouvertes et Pierre a fait irruption. Il avait l'air mouillé et furieux. « Elle s'est enfuie !» cracha Pierre, se servant un verre sans demander. « La petite souris est rapide.
Mais j'ai eu son adresse auprès du manager avant de partir. Julien a fait pivoter sa chaise lentement. Tu es allé la chercher. Je voulais juste lui faire peur, lui apprendre le respect. Je t'ai dit, a dit Julien, sa voix baissant d'une octave, de ne pas la toucher. Pourquoi ça t'importe? Pierre a claqué le verre sur la table. C'est une moins que rien, une serveuse qui m'a fait honte. Julien s'est levé. Il s'est dirigé vers Pierre, se déplaçant avec la grâce prédatrice d'une panthère. Il a attrapé Pierre par les revers de son costume coûteux et l'a plaqué contre le mur d'acajou. « Ce n'est pas une moins que rien », chuchota Julien, son visage à quelques centimètres de celui de son capot. « Et si tu l'approches encore, j'oublierai que nous avons grandi ensemble. Tu as compris? » Les yeux de Pierre se sont exorbités. Il n'avait jamais vu Julien aussi protecteur envers un civil. « D'accord, Julien. Jésus, lâche-moi. » Julien l'a relâché. Pierre a rajusté sa veste, l'air secoué. « Sors, » a dit Julien. Pierre est parti, mais le regard dans ses yeux n'était plus de la peur. C'était de la suspicion. Et dans la mafia, la suspicion était plus dangereuse qu'une balle. Julien a attendu d'être seul. Il a décroché le téléphone et a composé un numéro qui n'existait dans aucun annuaire. « C'est moi, » a dit Julien. « J'ai besoin d'une équipe de surveillance à une adresse à la Belle de Mai, rue de la Darse, appartement 4B. Le nom est Sophie Richie. » Il a fait une pause regardant la photo de la fillette de 4 ans dans le dossier et envoie une équipe pour exhumer la tombe de Mathieu D'Amico. Je dois savoir s'il était vraiment dans cette maison quand elle a brûlé. Le silence à l'autre bout était lourd. « C'est un terrain dangereux, Julien, » a dit la voix au téléphone. « Déterrer le passé crée des fantômes. »« Les fantômes sont déjà là, » a répondu Julien. « L'un d'eux vient de me servir du vin. » Pendant ce temps, j'étais déjà dans l'appartement de la Belle de Mai. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Mon pauvre refuge était en ruine, saccagé. Ils avaient tout retourné, découpé les matelas, vidé les tiroirs, arraché les lattes du parquet. Ce n'était pas le style de Pierre, lui c'est la hache, pas le scalpel. C'était précis, ciblé. On cherchait quelque chose de bien particulier, et j'étais caché dans l'espace derrière mon placard, là où ma nonna m'avait appris à me glisser, le cœur tambourinant, le souffle court. J'ai entendu un bruit, une voix basse. « Sophie, c'est Julien Valente. » La porte du placard s'est ouverte en trombe. Je ne suis pas sorti en rampant, je suis sorti en frappant, une barre de fer rouillée à la main que j'ai balancée avec une force désespérée, terrifiée. Julien a attrapé mon poignet en plein mouvement. Il ne m'a pas blessé. Il a juste arrêté l'élan. Il a tordu doucement mon bras jusqu'à ce que je lâche la barre. Elle a résonné lourdement sur le sol. Je hyperventilais, mes yeux larges et sauvages. J'avais un sac à dos, prêt à courir. « Lâche-moi » ai-je crié, me débattant. « Je ne leur ai rien dit, je jure. »« Arrête » a dit Julien, me tirant près de lui pour me maîtriser. Je sentais le savon bon marcher et la terreur. « Sophie, regarde-moi. » Je me suis débattu, lui donnant des coups d'épée dans les tibias. « Tu les as envoyés. Tu as envoyé ces hommes. » « Je n'ai envoyé personne, » a dit Julien, sa voix dure mais calme. « Si je t'avais voulu morte, tu ne m'aurais pas entendu venir. Regarde la pièce, Sophie. Qui a fait ça? » J'ai arrêté de me battre. J'ai regardé l'appartement détruit, tremblante. « 2 hommes, ai-je murmuré. Ils portaient des masques. Ils n'étaient pas italiens. Ils parlaient russe, peut-être. Ils cherchaient le grand livre. » Le sang de Julien s'est glacé. Le grand livre. Le mythe du registre des D'Amico. On racontait que Mathieu D'Amico avait tenu un livre détaillant chaque pot de vin versé aux juges, aux sénateurs et aux flics dans les années 70. C'était la police d'assurance censée protéger sa famille. Quand la maison avait brûlé, tout le monde avait supposé que le registre avait brûlé avec elle. « Tu l'as ?» a demandé Julien, me serrant les épaules. « Sophie, écoute-moi, tu as le livre? »« Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ai-je pleuré. Je n'ai que la Bible de ma grand-mère. C'est tout ce que j'ai. Crash.
Du verre s'est brisé dans le salon. Julien s'est retourné, me poussant derrière lui. Une cartouche a roulé sur le sol, sifflant. De la fumée, des gaz lacrymogènes. Bruno, a crié Julien dans son micro-revers. Nous avons de la compagnie, 4e étage. 2 silhouettes ont émergé de la fumée dans le couloir. Elles étaient vêtues de noir tactique, se déplaçant avec une précision militaire. Pas des voyous de rue, des mercenaires. L'un a levé une mitraillette silencieuse. Julien n'a pas hésité. Il a tiré 3 coups. 2 ont frappé le cadre de la porte, forçant l'attaquant à reculer. Le 3e a touché l'homme de tête à l'épaule. Bouge! Julien m'a attrapé la main. Où? J'ai toussé, le gaz me piquant les yeux. Le toit. Nous avons couru dans le couloir, juste au moment où les balles commençaient à grignoter le placoplâtre derrière nous. Julien a défoncé la porte de la cage d'escalier. Nous avons grimpé les marches en béton, le bruit de bottes lourdes nous poursuivant. Nous avons débouché sur le toit. La pluie était torrentielle maintenant. Les lumières de la ville étaient un flou de néon froid. « Saute !» a ordonné Julien, montrant le bâtiment adjacent. C'était un vide de 2 mètres, à 4 étages. « Tu es fou ?» ai-je crié. « Tu veux mourir à la Belle de Mai, Sophie ?» Julien m'a regardé. Ses yeux gris étaient féroces. « Vivante, où tu veux vivre. » La porte de la cage d'escalier derrière nous a gémi sous l'impact d'un bélier. J'ai regardé le vide. J'ai regardé Julien. J'ai couru. J'ai sauté par-dessus l'allée, mes bottes glissant sur le gravier mouillé du toit suivant. J'ai failli tomber en arrière, mais Julien avait déjà sauté derrière moi, attrapant mon manteau et me hissant sur la surface solide. Nous n'avons pas arrêté. Nous avons sprinté sur les toits des immeubles jusqu'à l'escalier de secours d'un bâtiment 3 portes plus loin. Nous avons dévalé l'échelle de fer, tombant dans l'arrière-cour. La voiture de Bruno a dérapé au coin de la rue, pneus fumants. La porte arrière s'est ouverte. « Montez !» a rugi Bruno. Julien m'a poussé dans l'intérieur en cuir et a plongé après moi. « Direction autoroute du littoral !» a aboyé Julien. Alors que la voiture filait à toute vitesse, je me suis effondré contre la porte, frissonnant violemment. J'étais trempé. Ma vie était en ruine. Et j'étais assise à côté de l'homme le plus dangereux de Marseille. Julien a fouillé dans le minibar intégré à l'accoudoir. Il a versé un verre de brandy. Il ne l'a pas bu, il me l'a tendu. « Bois », a-t-il dit. J'ai fixé le verre. « Pourquoi tu m'aides ?» Julien a regardé par la fenêtre, observant la pluie zébrer la vitre. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a attendu que nous soyons sur l'autoroute, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux. « Parce que, » a dit Julien doucement, « le sang n'appelle pas le sang. » J'ai figé. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois. « Tu sais, » ai-je chuchoté. « Je me doute, » a-t-il corrigé. « Et tant que je ne connais pas la vérité, personne ne te touchera. Pas Pierre, pas les Russes, personne. » Il s'est tourné vers moi. « Bienvenue dans mon monde, Sophie D'Amico. » La planque n'était pas un bunker. C'était une forteresse dans le ciel. L'ascenseur s'ouvrait directement sur l'appartement terrasse de la Tour Noire, près de la Joliette. C'était le sanctuaire privé de Julien, un endroit inconnu même de ses capos. Seul Bruno connaissait cette adresse. L'appartement était froid, décoré avec un minimalisme sévère. Sols en marbre noir, poutres en acier, baies vitrées du sol au plafond qui transformaient la ville en un film muet. C'était magnifique, mais cela ressemblait à une cage de verre. « Bruno, reste dans le hall », a ordonné Julien alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. « Personne ne monte. Si Pierre appelle, je suis injoignable. » Julien est entré dans le salon, se dévêtant de son manteau mouillé. Il l'a jeté sur une chaise en cuir. Sous sa chemise de ville blanche, la matière était humide, collant à sa poitrine. L'étui d'épaule ressortait nettement contre le tissu blanc. Je suis resté près de l'ascenseur, l'eau goûtant sur le marbre. Je serrais toujours mon sac à dos contre ma poitrine comme un bouclier.
Tu peux poser le sac, a dit Julien, se dirigeant vers l'îlot de la cuisine. Tu es en sécurité ici. Vraiment? Ai-je demandé, ma voix rauque. Tu es le chef de la famille Valente. Les Valente ont tué mes parents. Julien a marqué une pause. Il ne s'est pas retourné. Il a versé 2 verres d'eau. C'est l'histoire, a-t-il dit. Oui, ce n'est pas une histoire, c'est l'histoire. J'ai fait un pas de plus dans la pièce, la colère prenant le dessus sur ma peur. Ma grand-mère m'a tout raconté. Mathieu D'Amico était un homme bon. Ton père, Don John, est devenu gourmand. Il voulait les syndicats. Il les a brûlés vifs. Julien s'est retourné, me tendant l'eau. Son expression était illisible. Mon père était un homme impitoyable, a émis Julien. Mais c'était un homme de code. Il tuait les traîtres, il tuait les ennemis. Mais il ne tuait jamais les enfants et il n'utilisait jamais le feu. Le feu, c'est pour les lâches. Ça détruit les preuves. Il a bu une gorgée d'œil. Quand je t'ai entendu prier ce soir, a poursuivi Julien, j'ai réalisé quelque chose. Si Lucie D'Amico a survécu, alors l'incendie n'était pas une exécution, c'était une dissimulation. Je l'ai regardé, mes jambes se sont senties faibles. Je me suis effondré sur l'un des tabourets de bar. Je ne m'en souviens pas, ai-je chuchoté. J'avais 4 ans. Je me souviens juste de la chaleur et de Nona m'attrapant, courant à travers les bois. Elle m'a dit de ne jamais prononcer notre nom. Elle a dit que les Valente avaient des yeux partout. C'est vrai, a dit Julien, mais d'autres aussi. Il a contourné l'îlot et s'est tenu devant moi. La distance entre nous s'est réduite. L'air dans la pièce a changé. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était une curiosité intense, magnétique. « Tu as besoin de vêtements secs, a-t-il dit, brisant la tension. « Va dans la chambre. Il y a un peignoir dans le placard. La douche est chaude. »« Je ne prends pas de douche chez toi, ai-je dit. »« Sophie, a dit Julien, sa voix retombant dans ce registre doux et dangereux. Tu es couverte de saleté de métro et de gaz lacrymogène. Tu trembles. Va te laver. Nous parlerons après. » Ce n'était pas une demande. Je l'ai fusillé du regard une dernière fois, puis j'ai attrapé mon sac et suis allé dans le couloir. Julien a attendu d'entendre la porte claquer. Il a exhalé une longue, rauque respiration. Il s'est appuyé contre le comptoir, ses mains agrippant le bord en marbre jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Il marchait sur le fil du rasoir, cachant la fille d'un don rival. Si la commission l'apprenait, ce serait la guerre. Si Pierre l'apprenait, ce serait une mutinerie. Mais il ne pouvait pas la laisser partir. Pas seulement à cause du mystère, mais parce que quand elle le regardait avec ses yeux ambres et défiants, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 10 ans. Il se sentait mis au défi. Je suis ressorti. Je portais un peignoir blanc moelleux qui était 5 tailles trop grand pour moi. J'avais retroussé les manches. Mon visage était propre, révélant une peau pâle et une poussière de taches de rousseur sur mon nez. Mes cheveux mouillés pendaient librement autour de mes épaules. J'avais l'air petite, vulnérable et incroyablement belle. Julien avait changé aussi. Il portait un pantalon noir et un pull en cachemire noir. L'arme avait disparu, rangée. Il était assis près de la cheminée, qui crépitait maintenant de flammes de gaz. Sur la table basse, il y avait un assortiment de nourriture, pain, fromage, olives et une bouteille de vin. « Mange, a-t-il dit. Je me suis assise sur le canapé d'en face, repliant mes jambes sous moi. J'ai regardé la nourriture avec faim, mais j'ai hésité. « Ce n'est pas empoisonné, a dit Julien sèchement. Il a déchiré un morceau de pain et l'a mangé. Tu vois, j'ai tendu la main et pris un morceau de fromage. Je l'ai mangé rapidement, puis un autre. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais affamé. Qui étaient les hommes dans l'appartement? Ai-je demandé après un instant. Des mercenaires, a dit Julien. Des hommes de main probablement payés par quelqu'un qui veut trouver ce registre que tu n'as pas. Je ne l'ai vraiment pas, ai-je dit.
Nona ne m'a laissé qu'un rosaire et sa vieille Bible. Les yeux de Julien se sont plissés. Une Bible? Oui, elle est dans mon sac. Puis-je la voir? J'ai hésité, puis j'ai fouillé dans mon sac à dos que j'avais apporté avec moi. J'ai sorti un lourd livre relié en cuir. Il était vieux, le dos craqué. Julien l'a pris. Il ne l'a pas ouvert pour lire. Il a senti la couverture. Il a passé ses doigts le long du dos. Il l'a pesé dans sa main. C'est lourd, a-t-il noté. C'est vieux. Non, a dit Julien, c'est trop lourd. Il a sorti un petit couteau de poche. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je crié. Chut! Julien a inséré délicatement la lame dans la doublure intérieure de la 4e de couverture. Il a découpé le cuir. J'ai haleté. À l'intérieur de la couverture, coincé entre le cuir et la reliure, il n'y avait pas de carton. C'était une fine, dense pile de microfiches. Julien en a levé une à la lumière du feu. Elle était dense de chiffres et de noms. Le registre, a chuchoté Julien. Ce n'était pas un livre, c'était un film. J'ai couvert ma bouche. J'ai porté ça pendant 20 ans. Je ne savais pas. Mathieu était intelligent, a dit Julien, un respect à contre-cœur dans sa voix. Il savait que le papier brûle, que le film fond, mais si tu le caches dans la parole de Dieu, peut-être qu'il survit. Il m'a regardé. La dynamique avait encore changé. Je n'étais pas seulement une errante qu'il sauvait. J'étais la détentrice de l'arme la plus dangereuse de Marseille. Ce film, a dit Julien, contient les noms de tous les fonctionnaires corrompus de la ville des 2 dernières décennies. Certains de ces hommes sont maintenant des sénateurs, des juges, peut-être même des directeurs du FBI. C'est pour ça qu'ils me veulent, ai-je réalisé. Ils veulent le détruire. Ou l'utiliser, a dit Julien. Le chantage est une industrie puissante. Il a posé le film sur la table. Sophie, tu as un choix. Quel choix? Je peux te donner de l'argent, une nouvelle identité. Je peux te mettre dans un avion pour l'Europe ce soir. Tu disparais. Je garde le film et je gère la guerre qui arrive. Il m'a regardé intensément. Où? Où tu restes, a dit Julien. Tu restes ici avec moi. Nous décodons ça. Nous découvrons qui a vraiment tué ta famille et nous les faisons tomber ensemble. La pièce était silencieuse, sauf le crépitement du feu. J'ai regardé le film, puis l'homme qui était censé être mon ennemi. Je voyais sa force, mais je voyais aussi sa solitude. C'était un roi sur un échiquier, entouré de pions qu'il ne pouvait pas faire confiance. J'ai pensé à ma nonna mourant dans un lit d'hospice, murmurant la justice. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai tendu la main et me suis versé un verre de vin. Je ne parle pas beaucoup français, ai-je dit, pensant à ce qu'il disait. L'Europe, ça sonne solitaire. Les lèvres de Julien se sont incurvées en un fantôme de sourire. Cela a transformé son visage, le faisant paraître plus jeune, moins comme une statue et plus comme un homme. Nous restons alors, a-t-il dit. Nous restons. Alors que nos verres s'entrechoquaient, l'ascenseur a sonné. Le sourire de Julien a disparu. Il s'est levé instantanément, se plaçant devant moi. Les portes de l'ascenseur ne se sont pas ouvertes. Au lieu de cela, le voyant de l'interphone a clignoté. Rouge. Patron, la voix de Bruno est passée, tendue. Nous avons un problème. La police est en bas. Des détectives, ils ont un mandat. Pourquoi? A demandé Julien. Pour l'enlèvement de Sophie Richie. Julien m'a regardé. Qui les a appelés? Un appel anonyme, a dit Bruno. Mais patron, le détective principal est Meunier. Il est sur la liste de paye de Pierre. Julien a juré. C'était un coup monté. Si la police me trouvait ici, Julien serait arrêté pour enlèvement. Le film serait saisi. Le jeu serait terminé. Retiens-les, a ordonné Julien. Achète-moi 5 minutes. Il s'est tourné vers moi. Nous devons bouger maintenant. Où? Tu as dit que c'était une forteresse. Chaque forteresse a un donjon, a dit Julien, m'attrapant la main. Il m'a tiré vers un panneau dans le mur qui ressemblait à une bibliothèque.
Il a appuyé sur un loquet caché et l'étagère s'est ouverte pour révéler un sombre ascenseur de service. « Ça va vers les tunnels du métro », a dit Julien. « C'est vieux, c'est sale et c'est dangereux, mais c'est la seule issue. » Il m'a regardé, sa main serrant la mienne. « Faites-moi confiance. » J'ai regardé le puits sombre, puis ses yeux gris. « Je te fais confiance, » ai-je dit. Et à ce moment-là, la serveuse et le Don ont franchi la ligne, passant d'alliés à partenaires. L'ascenseur de service ne s'est pas arrêté à un étage. Il s'est arrêté à une grille. Julien l'a ouverte d'un coup de pied et l'odeur nous a frappés instantanément. Rouille, eau stagnante et le temps. Nous étions dans les tunnels de service abandonnés qui couraient sous les lignes de métro. Un labyrinthe construit dans les années 20 et oublié de tous, sauf des gens qui vivaient là, et de la pègre. « Reste prêt », a murmuré Julien, allumant une petite lampe tactique attachée à son porte-clés. Le sol est inégal. J'ai serré son bras. Mon peignoir blanc, trop grand, était déjà maculé de graisse. J'avais échangé mes bottes contre une paire de baskets de course de Julien que j'avais trouvées dans le placard. Elles étaient trop grandes, me faisant trébucher. « Où allons-nous » ai-je chuchoté. « Le quartier chinois » a dit Julien. « Rue de la République, il y a un homme là-bas. Il s'occupe d'informations. » Nous avons marché pendant 20 minutes en silence. L'obscurité était oppressive. Chaque course de rats sonnait comme un pas. Chaque goutte d'eau sonnait comme un pistolet qu'on charge. Mon père me racontait des histoires sur ces tunnels, a dit Julien, sa voix résonnant légèrement. Il disait que c'est là que la ville vit vraiment. La surface n'est qu'un masque. Ton père, ai-je dit, l'amertume revenant dans ma voix. T'a-t-il parlé des gens qu'il a enterrés ici? Julien s'est arrêté. Il a tourné la lumière pour qu'elle éclaire le mur de briques humides, pas son visage. Non, a dit Julien, je les ai trouvés moi-même. Il m'a regardé, les ombres creusant ses yeux. Tu crois que j'ai aimé grandir comme un prince de cette ville, Sophie? On m'a donné une arme à 13 ans. On m'a dit de tirer sur un chien pour prouver que j'étais un homme. Je ne l'ai pas fait. Mon père m'a battu jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. J'ai appris tôt. Soit tu deviens le monstre, soit tu deviens le repas. Je l'ai regardé. Pour la première fois, j'ai vu la cicatrice sur son âme. Il n'était pas seulement un agresseur. Il était un survivant, tout comme moi. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Ne le sois pas, a répondu Julien, se retournant vers le chemin sombre. La sympathie te fait tuer. La colère te garde au chaud. 1 heure plus tard, nous avons émergé par une trappe dans l'arrière-boutique d'un pressing du quartier chinois, près de la porte d'Aix. L'air était épais d'odeurs de vapeur et de produits chimiques. Un vieil homme était assis à un établi, réparant une montre mécanique. Il n'a pas levé les yeux quand la trappe s'est ouverte. C'était M. Wu. « Julien, » a dit Wu, sa voix comme du gravier, « tu as l'air terrible et tu as amené une étrangère. » J'ai besoin d'un lecteur, Wu, des microfiches. Wu a fait une pause, sa pince flottant au-dessus d'un engrenage. Il a levé les yeux, son regard vif derrière ses épaisses lunettes. C'est une vieille technologie, dangereuse. Tu en as un ou pas? Wu a soupiré et a montré un rideau à l'arrière. 5 minutes, puis tu pars. Les triels patrouillent ce soir. Je ne veux pas d'ennui. Julien m'a tiré derrière le rideau. Sur un bureau poussiéreux se trouvait une machine volumineuse des années 80. Julien a branché le cordon d'alimentation dans la prise. La machine a vrombi, projetant un carré de lumière blanche brillante sur le bureau. Je lui ai tendu le film avec des doigts tremblants. Julien a glissé la première feuille sous l'objectif. L'écran s'est rempli de noms dactylographiés, de dates et de montants en euros. « Regarde », a Julien pointé. « 1978, les contrats de construction d'Amico. » Il a fait défiler l'écran. Son doigt a tracé les lignes. 12 mai 1968. Paiement autorisé au nettoyeur. 50 000 euros. Cible. Domaine d'Amico.
Là, ai-je chuchoté, les larmes montant à mes yeux. C'est l'ordre. Julien a parcouru la colonne à la recherche de la signature d'autorisation. Il s'attendait d'avoir JV, Jean Valente, mais les initiales étaient pas JV. Elles étaient une VM. Julien s'est figé. Le monde a semblé basculer sur son axe. VM, a respiré Julien. Victor. Qui est Victor? Ai-je demandé. Victor Moretti, a dit Julien, sa voix tremblante d'une rage que je n'avais jamais vue auparavant. C'était le conseiller de mon père, son meilleur ami. C'est l'oncle de Pierre. Julien a fait défiler frénétiquement les autres documents. Juin 1968, les actifs du territoire d'Amico transférés à VM Holdings. Août 1982, purge de la famille Rossi. Autorisé par VM. Ce n'était pas mon père, a dit Julien, fixant l'écran. Mon père était le muscle. Victor était le cerveau. Victor ait manipulé la guerre. Il a dit à mon père que Mathieu était un traître pour qu'il puisse s'emparer du territoire pour lui-même. Il s'est tourné vers moi. Ton père n'était pas une balance. Mon père était un pion. Victor les a montés l'un contre l'autre pour construire son propre empire. J'ai fixé l'écran. La haine que j'avais portée pour le nom Valente pendant 20 ans n'avait soudain plus nulle part où aller. Le monstre n'était pas l'homme qui se tenait à côté de moi. Le monstre était l'homme qui siégeait à la tête de la table. Victor est toujours en vie, ai-je dit. N'est-ce pas? En vie? Julien a laissé échapper un rire sombre, sans humour. C'est le chef de la commission. C'est lui qui a convoqué la réunion de demain soir. C'est lui qui a envoyé les mercenaires dans ton appartement. Julien a retiré le film de la machine et l'a glissé dans sa poche. Il sait que tu es en vie, Sophie. C'est pour ça qu'il panique. Tant que tu respires, tu es l'héritière légitime du siège d'Amico à la commission. Tu peux contester son autorité. Je ne veux pas de siège, ai-je dit. Je veux juste vivre. La seule façon de vivre, a dit Julien, me serrant les épaules, c'est de tuer le roi. Il a regardé sa montre. Demain soir, c'est le gala au Palais Longchamp. Les 5 familles y seront toutes. Victor recevra un prix d'homme de l'année de la part de ses œuvres de bienfaisance légitime. Les yeux de Julien brûlaient d'un feu froid. Nous allons nous inviter à la fête. Nous avons quitté M. Wu et sommes allés dans une planque à l'appartement de Julien dans le Panier, un petit studio gardé par l'un des soldats fidèles de Julien. « Tu dois dormir, » a dit Julien. « Demain, nous allons à la guerre. » Il n'y avait qu'un seul lit. Nous nous sommes allongés sur les couvertures, tout habillés, dos à dos. Dans l'obscurité, j'ai tendu la main et j'ai pris de la sienne. « Julien. »« Oui. »« Merci. » Julien a serré ma main. « Ne me remercie pas encore. Demain, je vais te faire entrer dans une pièce pleine de requins. » « Je n'ai pas peur des requins. » ai-je chuchoté, fermant les yeux. J'ai survécu au feu. Julien a écouté ma respiration se régulariser alors que je m'endormais. Il n'a pas dormi. Il est resté éveillé, complotant la mort de l'homme qui l'avait élevé. Le gala annuel du patrimoine italo-marseillais était la seule nuit de l'année où le milieu feignait d'être la haute société. Les sénateurs serraient la main des capos. Les juges buvaient avec les racketteurs. Au centre de la salle, faisant la cour près du buffet, se trouvait Victor Moretti. À 70 ans, Victor ressemblait à un grand-père bienveillant. Il avait des cheveux argentés, un sourire chaleureux et un smoking qui coûtait plus cher qu'une Twingo. Il riait à une blague faite par le préfet de police. À côté de lui, l'air mal à l'aise dans un nœud papillon, se tenait son neveu, Pierre. « Détends-toi, Pierre, » murmura Victor, sans perdre son sourire. « Tu as l'air d'attendre une citation à comparaître. »« Je n'aime pas ça, oncle, » grommela Pierre. Julien a disparu. La fille a disparu. Les Russes disent qu'ils les ont perdus. Julien fait probablement la moue, a dit Victor, sirotant son vin. Et la fille est un problème. Nous la réglerons tôt ou tard. Ce soir, c'est une question d'héritage. Soudain, le brouhaha dans la pièce s'est éteint. Il a commencé près de l'entrée et s'est propagé comme une vague jusqu'à ce que la vaste salle soit silencieuse.
Victor s'est tourné vers l'agitation. Descendant le grand escalier se trouvait Julien Valenté. Il était impeccable dans un smoking de velours noir, le visage impassible, mais personne ne regardait Julien. À son bras se tenait une femme qui ressemblait à une reine de l'ancien monde. Je portais une robe vintage en soie cramoisie profonde, de la couleur du vin renversé, de la couleur du sang. Elle était dos nu, audacieuse et royale. Mes cheveux sombres étaient relevés, révélant un cou orné d'un lourd collier de diamants. Mais c'étaient mes yeux, ambres et féroces, qui faisaient haleter les vieux hommes dans la pièce. « D'Amico » a chuchoté quelqu'un. « C'est Hélène. »« Non » a murmuré une autre voix. « C'est la fille. » Le verre de Victor lui a glissé des doigts. Il s'est brisé sur le sol en marbre. Crash! Julien et moi avons traversé la foule. La mère de Jean s'est écartée devant nous. Nous ne nous sommes pas arrêtés avant de nous tenir à 1,50 m de Victor. « Julien » a dit Victor, retrouvant son sang-froid. Sa voix était joviale, mais ses yeux étaient morts. Nous étions inquiets pour toi. Et qui est cette créature éblouissante? Tu sais exactement qui elle est, mon oncle, a dit Julien, sa voix amplifiée par l'acoustique du temple. Julien s'est tourné vers la foule. Il a élevé la voix. Messieurs, invités d'honneur, je m'excuse de l'interruption, mais j'ai une présentation spéciale pour l'homme de l'année. Julien, ce n'est pas le moment. Pierre s'est avancé, sa main se dirigeant vers sa veste. Doucement, Pierre, a dit Julien, à moins que tu ne veuilles expliquer au préfet pourquoi tu portes une arme dans un musée. Pierre s'est figé. La police regardait. Julien a fait un geste vers l'écran de projection installé pour la vidéo d'hommage à Victor. Bruno, lance la vidéo, a dit Julien dans son micro revers. L'écran a vacillé. L'image du travail de bienfaisance de Victor a disparu. À sa place, une image granuleuse, très contrastée, d'un document est apparu. L'ordre d'exécution des D'Amico, signé VM. Un murmure a parcouru la foule. Les capos des autres familles, les Gambino, les Lucani, se sont rapprochés, plissant les yeux vers l'écran. « Qu'est-ce que c'est » a exigé Victor, son visage livide. « Un faux? Est-ce que ça l'est » a demandé Julien. L'image a changé. Un relevé de virement bancaire. Paiement au compte des nettoyeurs VM Trust. Et ça, a pointé Julien. Et le suivant. L'écran a fait défiler les preuves. La trahison des Rossi, le vol des syndicats, le démantèlement systématique du code des 5 familles pour profit personnel. « Oh, tu n'as pas seulement tué le meilleur ami de mon père, » a dit Julien, s'approchant de Victor. « Tu as trompé mon père pour qu'il le fasse. Tu as rendu le nom Valenté synonyme de trahison, afin de pouvoir régner dans l'ombre. » Victor tremblait, non pas de peur, mais de fureur. Le masque tombait. « Espèce de gamin ingrat », siffla Victor. « J'ai construit cette famille. Je l'ai sauvée de la sentimentalité de ton père. Les affaires, c'est la guerre, Julien. Il n'y a pas de code. Il n'y a que le vainqueur. » « Vous l'avez entendu, » a dit Julien à la salle. Il l'admet. Les chefs des autres familles ont échangé des regards sombres. Dans la mafia, tuer un rival, c'est une affaire. Mais manipuler un don pour qu'il tue son propre allié, c'était une violation de l'ordre le plus élevé. C'était instable. C'était mauvais pour les affaires. « Pierre !» a hurlé Victor. « Tue-les tous !» Pierre a regardé son oncle. Il a regardé l'écran. Il a regardé Julien. Pierre avait toujours été un tyran, mais il était loyal à la famille. Au nom Valente. « Tu nous as utilisés, oncle ?» a demandé Pierre, la voix épaisse. « Tu m'as dit que les D'Amico étaient des balances. Tu m'as dit que mon père était mort en héros. Mais toi, tu l'as envoyé à l'embuscade des Rossi, n'est-ce pas? » « J'ai fait ce qui devait être fait, » a craché Victor. Pierre a reculé. Il a levé les mains. « Je me retire. » « Lâche. » Victor s'est jeté sur l'arme de Pierre. Le chaos a éclaté. Les invités ont crié et se sont dispersés.
Les gardes de sécurité, confus quant à savoir qui protéger, ont sorti leurs armes. Victor a réussi à arracher le pistolet de l'étui de Pierre. Il n'a pas visé Julien. Il m'a visé. Si je tombe, a rugi Victor, la lignée s'arrête avec moi. Bang! Le coup a retenti comme un coup de canon dans le musée. Je ne suis pas tombé. Julien avait bougé plus vite que la pensée. Il s'était jeté devant moi. Julien a trébuché en arrière, serrant sa poitrine. Une tache de rouge est apparue sur sa chemise blanche, éclatante contre le velours noir. « Julien !» ai-je crié, le rattrapant alors qu'il s'effondrait. Victor a ri, un son maniaque. Il a levé l'arme pour un deuxième tir. Bang! Bang! 2 coups ont retenti. La tête de Victor s'est jetée en arrière. Il s'est effondré sur le sol, mort avant de toucher le marbre. Derrière lui se tenait Bruno, arme fumante à la main. La pièce est tombée dans un silence stupéfait. La musique s'était arrêtée il y a longtemps. Le seul son était des sanglots alors que je pressais mes mains contre la poitrine de Julien, essayant d'arrêter l'hémorragie. « Reste avec moi », ai-je supplié, mes mains glissantes de son sang. « S'il te plaît, Julien, tu as promis que nous ferions ça ensemble. » Julien m'a regardé. Ses yeux gris étaient troubles, perdant le focus. Il a levé la main, sa main ensanglantée me caressant la joue. « La dette !» a-t-il chuchoté, toussant. « La dette est payée. » Sa main est tombée. Ses yeux se sont fermés. « Non !» ai-je crié. « Aidez-le, aidez-le !» Les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Les lumières rouges et bleues clignotantes rebondissaient sur les anciennes pierres égyptiennes, illuminant le roi tombé et la reine qui le tenait. 3 mois plus tard, me voilà assise ici, en Sicile, aux côtés de Julien, à sentir ce parfum de liberté mêlé d'incertitude. Il est là, convalescent, la canne comme un trophée discret. Il a envoyé sa lettre de démission à la commission. L'accord était simple. Pierre a pris Marseille, Julien a pris sa vie et moi. C'était un échange qui a déconcerté le monde souterrain. Mais pour Julien, c'était la seule affaire qu'il ait jamais conclue qui comptait vraiment. Tu regardes encore le soleil? Sa voix, j'adore sa voix maintenant. Je suis sorti sur la terrasse. Une simple robe d'été blanche, mes cheveux flottant au vent. Je n'avais plus l'air d'une serveuse, ni d'une victime. J'avais l'air libre. J'ai posé une bouteille de vin sur la table. Un Barolo millésimé. Pierre l'a envoyé, ai-je dit, versant 2 verres avec un mot. Il disait juste « Ne reviens pas ». Julien a ri, un son chaleureux et authentique. Il a toujours eu le sens des mots. Je me suis assise à côté de lui tendant le verre. Ma main était stable. J'ai regardé l'homme qui avait été le monstre le plus effrayant de mes cauchemars et qui était maintenant la seule personne à qui je confiais mon âme. « Est-ce que ça te manque ?» ai-je demandé. « Le pouvoir, la peur. » Julien a pris une gorgée de vin. Il m'a regardé, ses yeux ambrés qu'il avait sauvés. « J'ai passé toute ma vie à essayer d'être l'architecte, » a-t-il dit doucement. « À construire un royaume sur une faille, mais j'ai réalisé quelque chose dans ce lit d'hôpital. » Quoi? Qu'un royaume n'est qu'une cage avec une plus belle vue. Il a tendu la main et a pris la mienne entrelaçant nos doigts. Je ne veux pas de royaume, Sophie. Je veux juste un foyer. J'ai souri, posant ma tête sur son épaule. J'ai regardé les collines où mes ancêtres avaient marché, où la prière était née. Sant'Angelo, Saint-Michel, éloigne le mauvais œil. Que la justice triomphe, que le sang n'appelle plus le sang, ai-je chuchoté. Cette fois, il n'y avait aucune peur dans ma voix. Julien m'a embrassé le front. Le mauvais œil est parti à mort, a-t-il promis. Nous sommes enfin invisibles. Alors, voilà. Est-ce que tout est parfait? Non, loin de là. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si je n'aurais pas dû m'enfuir seul vers cette Europe lointaine. Peut-être les deux à la fois. La vie, c'est comme ça, n'est-ce pas? Rien n'est clair, rien n'est absolu. Mais c'est ma vie.
Et pour la première fois, j'ai l'impression de la tenir entre mes mains, de pouvoir la construire brique par brique avec un homme qui a payé le prix le plus cher pour me rejoindre. Pensez-vous qu'on puisse vraiment échapper à son passé ou est-ce qu'on le transporte toujours avec soi, même sous le